Ville aux multiples visages, New York offre aux scénaristes de séries télévisées un décor parfait pour leurs intrigues. Ils l'ont bien compris, à New York, tout est possible. Alors ils n'hésitent pas à tourner dans les plus beaux quartiers de New York, à utiliser les symboles de la grosse pomme et à surfer sur la diversité culturelle et les tabous sociétaux. La ville est tellement puissante qu'elle devient même un personnage à part entière. Alors place au décryptage avec notre invitée, Anne Crémieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Paris-Ouest Nanterre, spécialiste de la culture américaine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, de nombreuses séries télévisées sont tournées à New York, d'une part parce qu'il y a un nombre illimité d'ambiances différentes. New York, c'est d'abord la ville de toutes les ambitions professionnelles et on le voit très bien dans Mad Men. Oui, alors Mad Men, en fait, c'est une de ces nombreuses séries qui tournent autour d'une profession. Donc là, des hommes de la publicité dans les années 50. Le titre Mad Men est un jeu de mots triple sur leur métier. Ce sont des ad men, advertisement men, puisqu'une publicité, ça se dit ad. Et puis, ils travaillent sur Madison Avenue, donc on est bien à New York sur Madison Avenue, parce qu'il y a un certain nombre d'innovations qui se sont faites à ce moment-là, dans les années 50, à cet endroit-là, dans ces agences-là. Et puis enfin, ils sont un peu fous, donc voilà, ça fait Mad Men, et donc c'est un super titre de série de télé. Et des séries télévisées professionnelles qui se passent à New York, là, tout récemment, depuis un an, on a la série Suits, qui, à nouveau, on pourrait tourner la série n'importe où. En l'occurrence, je crois qu'elle est tournée à Toronto, comme beaucoup de séries américaines. Sauf que quand ils se parlent dans leur bureau, on voit très souvent en fond les gratte-ciels auxquels ils font face. C'est une métaphore sociale, quoi. Ils sont tout en haut des grandes tours. Et constamment, on voit ces tours à l'arrière qui marquent leur statut social et qui marquent qu'on est à New York où il y a des gratte-ciels. New York, c'est aussi la ville du rêve américain. On le voit très bien avec la série télévisée Ugly Betty. Oui, c'est vrai que de toute façon, ce côté gratte-ciel, c'est aussi toujours une métaphore du rêve américain parce que If you can make it there, you'll make it anywhere, c'est la chanson de Liza Minnelli. Dans Ugly Betty, on a ce personnage donc, qui est, comme son nom l'indique, elle est moche, donc elle n'a aucune chance de réussir dans le monde de la mode. Mais ce n'est pas uniquement parce qu'elle est laide qu'elle n'a aucune chance, c'est aussi parce qu'elle est latina et qu'elle est pauvre. Et donc elle arrive dans un monde extrêmement glamour et blanc, wasp, et elle vit dans le Queens. Et elle fait le trajet tous les jours pour aller travailler à Manhattan, comme dans beaucoup d'autres séries où on voit ces quartiers périphériques. Le Queens, c'est New York. Mais sauf que New York, c'est Manhattan. Et les 4 autres boroughs de New York, c'est la classe populaire qui ne peut pas se permettre de vivre à Manhattan. Là, on a bien un exemple du mélange des classes sociales et du mélange des groupes ethniques que l'on peut rencontrer à New York. L'autre caractéristique de New York qui n'a pas échappé aux scénaristes, c'est bien sûr le côté ultra glamour de New York, avec les quartiers comme la 5e avenue, le West Village, Soho. Voilà, donc là, on parle toujours de Manhattan. Voilà, et là, on est vraiment dans la série Sex and the City. Alors, Sex and the City est une série qui, je crois, avait pour affiche un gratte-ciel de New York, symbole phallique par excellence. Donc, ces femmes qui gravitent autour des gratte-ciels, qui cherchent un homme dans le New York glamour et riche. Et donc, il y a tout ce côté Sex and the City qui est effectivement spécifique à New York. Et ça pourrait se passer dans n'importe quelle ville, ça pourrait se passer à Los Angeles, mais sauf que là, on a les marques géographiques de New York. Et d'ailleurs, la série Gossip Girl fait un petit peu la même chose. On est à nouveau avec cette aristocratie new-yorkaise qui était portée à son paroxysme d'ailleurs dans une série qui était excellente mais qui n'a pas été terminée à cause de la grève des scénaristes et qui s'appelle Dirty Sexy Money. Et donc à nouveau, c'est l'argent et c'est vraiment l'aristocratie de la Nouvelle-Angleterre qui, parce qu'elle est en Nouvelle-Angleterre, est encore plus une aristocratie que l'aristocratie de la côte ouest, puisque le concept même d'aristocratie, ça vient d'Europe. Et donc ça reste plus fort en Nouvelle-Angleterre qu'en Californie où les gens très riches vont être des self-made men. Alors qu'à New York, les gens très riches ça va être de la old money,
C'est des gens qui sont riches depuis des générations et des générations qui sont arrivés sur le Mayflower. Donc c'est pas la même symbolique. En réponse à ces deux séries télévisées, Gossip Girl et Sex and the City, une autre série télévisée a essayé de répondre à ce côté ultra glamour, c'est la série Girls. Oui, qui a eu beaucoup de succès et effectivement ça montre aussi que y a de tout à New York, c'est-à-dire il n'y a pas que des ultra riches. Ça prend le contre-pied pour parler non seulement d'une autre réalité sociale, mais d'autres sujets et d'une autre forme de féminité, voire d'une autre conception du féminisme. Parce que Sex and the City a été considéré par beaucoup comme une série féministe et qu'il y a pas mal de gens qui trouvent que non, quoi. Donc Girls répond aussi à ça. New York est aussi la ville américaine la plus européenne, elle a un petit côté intello, c'est le New York de Woody Allen, et là on est vraiment dans la série télévisée Seinfeld. Ah oui, Seinfeld, par excellence, c'est la série new-yorkaise. Quand j'avais commencé à regarder Seinfeld, je trouvais ça hilarant. Et j'avais des amis américains qui me disaient « Mais comment tu peux trouver ça drôle si tu connais rien à l'humour juif new-yorkais ?» Et alors en fait, d'abord on ne connaît pas rien à l'humour juif new-yorkais, puisque comme on est français, on adore Woody Allen et on connaît les films de Woody Allen aussi bien que les Américains. De toute façon, la série explique. On apprend énormément de choses en regardant ces séries, ça devient notre monde. Donc on a beau ne pas connaître les références, petit à petit on les apprend. C'est-à-dire on va devenir familier de l'humour juif new-yorkais de Seinfeld, simplement en regardant cette série. New York, c'est la ville où tout est possible. Les scénaristes se permettent des choses qu'ils ne se permettraient pas ailleurs. Dans cette ville, il n'y a pas de tabou, donc les scénaristes vont aborder tous les sujets sans gêne. Ça commence à l'époque avec la série I Love Lucy, dans les années 50. Si on revient historiquement, I Love Lucy se passe à New York et elle a comme particularité que donc on a cette femme excentrique, c'est un clown en fait, c'est une comédienne qui a le rôle principal qui s'appelle Lucy. D'abord elle est clownesque, ce qui en soi est un humour féminin déjà un peu révolutionnaire parce que c'est vraiment des gags burlesques. Ensuite elle veut devenir artiste comme son mari qui est artiste et son mari dans la vraie vie est latino. Or à l'époque, montrer un couple blanc-latino à la télé tous les jours, c'était quand même quelque chose. Et elle l'a imposé, en fait, Lucy l'a imposé parce que c'est une adaptation d'un show radio. Comme elle voulait voir son mari, en fait, elle voulait travailler avec son mari pour passer du temps avec lui, elle a imposé qu'il soit latino. Les producteurs au départ ont dit non, et puis elle a dit c'est lui ou moi, donc ils l'ont gardé. Et ça veut dire que tous les jours, dans les foyers américains, on voyait ce couple interracial, comme on dit là-bas. À New York, c'est possible parce que c'est le nord-est des États-Unis, et donc il n'y a jamais eu l'esclavage. Disons, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, ça serait complètement ridicule, mais en tout cas, ce n'est pas la même perception du racisme. Ouverts, voilà. Et donc, c'est aussi pour ça que le Cosby Show se passe à Brooklyn, que Different Strokes, qui en français s'appelle Arnold et Willie, se passe aussi à Manhattan. C'est un milliardaire qui recueille chez lui les enfants de sa femme de ménage qui est décédée, donc ils sont orphelins. Donc évidemment qu'il y a un côté vraiment paternaliste à ce scénario, mais la série a aussi énormément d'épisodes qui parlent du fait que la couleur de peau n'a pas d'importance et on est dans fin des années 70, début des années 80. Et Different Strokes, c'est en fait la moitié d'un proverbe qui dit « Different strokes, different folks ». Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de gens, il faut de tout pour faire un monde. Voilà, c'est pour ça que la chanson de Arnold et Willie, la deuxième phrase, c'est « Il faut de tout pour faire un monde ». Faut de tout, tu sais, faut de tout, c'est vrai, faut de tout pour faire un monde. Donc, ce genre de série antiraciste des années 70-80 se passe à New York. Il y a d'autres façons dont les séries new-yorkaises semblent pouvoir tout se permettre aussi d'un point de vue sociologique et culturel. C'est par exemple le fait que Friends, qui se passe à New York, on n'a pas encore parlé de cette série alors qu'évidemment tout le monde y pense depuis le début. Tout naturellement, dans le premier épisode, on apprend que l'ex-femme de Ross est lesbienne. Et voilà, c'est comme ça. Et Ross a un fils. Et on ne va pas discuter de si c'est bien ou si c'est mal, c'est comme ça, sa femme l'a quitté, c'est un ressort comique aussi, parce qu'elle était lesbienne. Ou alors, plus tard dans la série, Phoebe va être la mère porteuse pour la femme de son frère qui a passé la ménopause depuis longtemps, alors que son frère est plus jeune qu'elle. Donc on voit que dans cette série, dans les années 90, il y avait cette trame tout à fait secondaire, mais c'est juste, on est à New York, tout est possible, quoi. Et enfin, une première qui s'est aussi faite à New York, dans une grande série télé distribuée nationalement et même internationalement. Dirty Sexy Money a, parmi les personnages principaux,
Il y a un frère, puisque c'est une famille, une grande famille new-yorkaise, encore de l'aristocratie new-yorkaise, donc une famille très très riche new-yorkaise, dont un des fils est sénateur républicain et a pour amante une femme transsexuelle. Et dans la série, ce rôle est joué par une femme transsexuelle. C'est non seulement remarquable que dans cette série, que ce personnage existe, mais qu'en plus, il soit joué par une femme transsexuelle qui est belle, qui est sexy, et qui donne une autre image de la transsexualité que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Ces fictions sont aussi portées par des esthétiques fortes. On s'appuie souvent sur des symboles de New York. Alors évidemment, les taxis jaunes, Central Park, les sorties d'urgence extérieures, la Statue de la Liberté. Alors certaines de ces séries ne sont pas tournées à New York et pourtant, on a vraiment l'impression d'être à New York grâce à ces symboles. Oui, c'est des raccourcis en fait et ça marche très bien. Par exemple, le Cosby Show commençait toujours sur la maison de Brooklyn qui est un brownstone house et c'est très reconnaissable, c'est Brooklyn quoi. Friends aussi, voilà. Friends ça commence toujours sur leur immeuble. Et surtout, dans Friends, le comique, c'est qu'ils se retrouvent constamment au café qui s'appelle Central Perk et non pas Central Park. Donc Perk, c'est un mot mignon qui veut dire j'ai la pêche ou je ne sais quoi d'ailleurs. Et donc c'est un jeu de mots. Et on sait bien que tout le monde va à New York et cherche le café Central Perk qui n'existe pas sauf dans les studios à Hollywood. Voilà, c'est ce genre de petits raccourcis et on se sent à New York. Sur l'aspect esthétique de la ville, il y a une série qui est vraiment emblématique de cet aspect-là de New York dans les séries télé, c'est Futurama, puisque Futurama se passe dans le New New York. C'est la suite des Simpsons et ça se passe dans l'an 3000. Et donc on est dans le nouveau New York, dans le New York du futur. Et à nouveau, les gens sont hyper fiers d'habiter à New York, enfin au nouveau New York et pas ailleurs. Et ça montre bien que New York est vraiment une ville qui a sa propre identité, qui n'est plus le nouveau quelque chose d'ailleurs. C'est-à-dire que New York, par son nom, et c'est la nouvelle York, York étant une ville en Angleterre. Et on peut parler maintenant de New New York, puisque New York n'est plus la nouvelle York, New York c'est New York. Le fait que la série se passe dans une ville qui s'appelle New York est un commentaire sur le fait que New York est une ville qui a une identité très forte et unique et qui n'a rien à voir avec l'Europe dont elle vient. Anne Crémieux, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau et répondre à nos questions. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie et à très bientôt.